Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voie, en lançant leur projet entrepreneurial ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, je vous emmène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle et d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Je vous partage son expérience, ses émotions et ses rebondissements pour vous inviter à vous questionner, vous inspirer et vous montrer que c'est possible de suivre le chemin qui vous fait kiffer. J'accueille aujourd'hui une entrepreneure multirécidiviste. C'est Maïva, qui a fait ses premiers pas dans l'entrepreneuriat en tant que gérante d'auto-école pour ensuite s'orienter vers les métiers du web. Elle commence par le copywriting, l'art de maîtriser les mots pour persuader, puis se spécialise dans l'accompagnement des coachs et formateurs qui veulent lancer leur programme en ligne. Maïva est une femme pétillante qui nous partage son parcours de réinvention en toute humilité et nous annonce aussi la nouvelle orientation que va prendre son entreprise GladUp. Je vous laisse donc découvrir notre conversation. Hello Maïva, je suis hyper contente de te recevoir ici. Hello, merci beaucoup. Je suis hyper contente aussi que tu m'aies invitée. Du coup, je sais qu'on va découvrir un peu plus qui tu es, mais j'aime bien commencer ce podcast en posant la question de savoir que tout commence par un rêve. Quel est le tien, Maïva? Mon rêve, c'est vraiment d'être épanouie et de faire ce que j'aime, de me lever chaque matin en me disant que je suis contente d'être là où je suis, Et est-ce que c'est le cas aujourd'hui, du coup? complètement. Trop bien. Du coup, est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oula, tu as le temps. Justement, on est là. J'ai fait beaucoup de choses parce que justement, à chaque fois que je me lève et que je me rends compte que je suis plus à ma place, eh ben, je change. Donc j'ai fait pas mal de choses. Moi, à la base, j'étais issue du milieu de l'équitation. J'étais une passionnée de chevaux, donc j'ai fait toute ma scolarité dedans avec ce rêve de vouloir entreprendre, toujours entreprendre, mais dans le milieu de l'équitation, d'avoir mes écuries, d'être cavalière professionnelle, d'être enseignante. J'aime transmettre et ça depuis toujours. Puis j'ai voulu changer parce que il y avait ce rapport à l'argent avec les chevaux et j'aimais pas trop les deux ensemble. Donc du coup, je me suis reconvertie une première fois et là j'ai mis du temps à trouver ce pourquoi j'étais faite. Alors j'ai un peu vagabondé, j'ai travaillé à l'usine, j'ai travaillé dans la restauration et j'ai vécu une première reconversion. J'ai été prothésiste ongulaire pendant un peu plus un an et demi. Et je me suis rendu compte que j'étais allergique aux produits. Une petite allergie, tu vois, j'étais enrhumée tout le temps, donc j'ai mis du temps à découvrir que c'était ça. Et là, encore une fois, il a fallu que je me cherche. J'ai travaillé avec les enfants. J'étais jeune fille au père. J'ai refait de la restauration. J'ai fait pas mal de petits boulots comme ça. Et ensuite, grosse reconversion, j'ai été monitrice auto-école, donc vraiment dans l'enseignement. J'ai ensuite monté mon auto-école. J'ai été en tout 5 ans dans l'auto-école et j'ai eu mon auto-école pendant 2 ans et demi. Donc ça a été ma deuxième expérience dans l'entrepreneuriat, parce que j'avais été en auto-entrepreneur dans les ongles, mais j'avais fait 0 € de chiffre d'affaires parce que je n'osais pas démarcher les gens. Alors que l'auto-école, elle avait bien fonctionné, mais j'ai fait des erreurs de gestion. J'étais monitrice, j'étais pas entrepreneur. Être entrepreneur, ça s'apprend. C'est l'erreur qu'on fait souvent. On se lance en tant qu'entrepreneur parce qu'on a une expertise et on oublie d'apprendre tout ce qu'il y a dans le milieu de l'entrepreneuriat, la gestion, la prospection, la comptabilité, toute cette partie-là. Et du coup, voilà, j'ai fait quelques erreurs, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait un burn-out et j'ai fini par fermer. Et puis, il a fallu que je travaille et comme j'avais mon permis poids lourd à cause des chevaux, du coup, je suis devenue chauffeur poids lourd. Je me suis ennuyée, j'ai fait ça pendant près de 2 ans et demi. Ces 2 ans et demi, c'est un peu mon quota, tu vois, tous les...
Je change à peu près tous les 2 ans, 2 ans et demi. Et là, je me suis dit, je m'ennuie, il faut que je fasse quelque chose. Alors, j'ai repris mes études. J'avais la fausse croyance de me dire, parce que j'ai pas fait beaucoup d'études, je suis pas intelligente. Alors, je me suis dit, bah, je vais faire des études. Donc, au hasard, j'ai pris le BTS Commerce International parce que je voulais voyager. Et je me suis retrouvée avant Covid à faire un stage au Portugal dans une entreprise de marketing digital. Et il faut savoir qu'à Lisbonne, il y a beaucoup, beaucoup de digital nomades. Et je me suis retrouvée à découvrir le marketing digital entouré de nomades digitaux. Et là, ça a été un double coup de foudre. Et je suis revenue, j'ai démissionné, j'ai appris le marketing digital et j'ai monté mon entreprise et on est là aujourd'hui. C'est génial. C'est vraiment J'étais pendue à tes lèvres. J'étais, on dirait, dans les aventures de Maïva. Tu vois, C'est ça. On c'était m'a longtemps traité d'instable. Du coup, moi, j'appelle ça les réinventeuses de leur vie pour partir à la recherche de qui tu es et de ce que tu fais aujourd'hui. Donc, tu peux nous dire justement qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'on s'est arrêté à la tombée amoureuse du métier du digital et du digital nomade, mais nous dire effectivement en quoi ça consiste, ce que tu fais. Alors, au début, je me suis éparpillée parce que je voulais absolument tout apprendre. Donc, j'ai appris création de site internet, comment créer des logos, des identités visuelles. Après, j'ai appris la rédaction web et puis je suis tombée folle amoureuse du copywriting. Donc, je suis d'abord devenue copywriter grâce à la formation de Stan Leloup, dont je suis fan. Et j'ai rapidement découvert, j'étais complètement, donc j'accompagnais les infopreneurs. J'ai découvert qu'il y avait un vrai manque chez certains infopreneurs dans leur stratégie de lancement. Et donc, j'ai créé un accompagnement pour aider les infopreneurs à définir leur stratégie de lancement et une formation en ligne dans ce domaine-là. Et je suis devenue experte en lancement avec mon angle copywriting toujours très, très présent. On va en reparler plus précisément de ce que tu fais maintenant. C'est hyper admirable. Tu nous as expliqué les différentes casquettes que tu as eues et le fait que tu ne te sois pas forcément sentie à ta place ou que tu avais des cycles de 2 ans et demi où après tu t'ennuyais. Comment est-ce que tu te sentais justement? C'était quoi les émotions qui te traversaient à un moment où quand tu es animé par quelque chose de nouveau, mais que tu réalises que finalement, c'est pas ça? J'avais toujours ce moment où je m'ennuyais, où j'avais l'impression que j'avais fait le tour. Et j'ai cette question qui me revient toujours où je me dis, Maëva, est-ce que tu te vois là dans 10 ans? Et en fait, même à l'auto-école, malgré que j'ai fait des erreurs, soit, mais avant d'avoir fait ces erreurs, je me la suis posée cette question-là. Je me suis la suis posée. Donc, quoi qu'il arrive, erreur ou pas erreur, j'étais pas faite pour rester là, ni dans l'endroit où j'avais monté cette auto-école. En fait, le côté fixe de faire la même chose au même endroit, c'était pas fait pour moi. Clairement pas. De me dire, ouais, dans 10 ans, je serai toujours là. C'était un petit village de campagne. Oui, j'aurais pu monter d'autres auto-écoles. Ça restait assez redondant. Alors que le métier que je fais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'accompagne une nouvelle cliente, j'apprends son métier. J'ai l'impression que je me mets dans la peau de cette cliente qui est formatrice, peut-être Instagram, formatrice en création de sites internet, formatrice parfois en couture. J'ai une formatrice qui aide à sortir du burn-out. En fait, elles ont toutes des activités différentes et du coup, je me mets dans leur basket et je fais une nouvelle activité à chaque nouvelle cliente que j'accompagne et j'ai pas ce train-train quotidien. Donc, du coup, je me réinvente à chaque nouvelle cliente. Et ce côté routine me lassait beaucoup dans mes anciennes activités. Qu'est-ce qui t'a poussé à chaque fois de passer à l'action parce que c'est dur quand même de se dire, bon, tu as fait toutes ces études initialement en équitation, tu as passé du temps sur cette passion initiale et tu t'es rendu compte que ce n'était pas pour toi. Après, tu as changé. Tu as essayé, tu nous parles que tu as été prothésiste angulaire. Ensuite, tu as monté ton auto-école pendant 5 ans, où tu as eu pendant 2 ans et demi ta propre auto-école. Comment est-ce qu'à un moment, tu te dis, je passe à l'action, je passe à autre chose? Est-ce qu'il y a eu des déclencheurs, vraiment, quelque chose qui t'a mis un déclic? Je pense que c'est ma philosophie de vie. On a un temps limité sur Terre et j'ai toujours l'impression quand je fais quelque chose que j'estime inutile, pas instructif, quand
quand j'arrive chez une copine et qu'elle regarde de la télé-réalité, j'ai l'impression de perdre des minutes de vie. Et si je reste à un travail qui ne me convient pas, je perds des minutes de vie. Quand j'étais dans mon camion et que je devais attendre, parce qu'on est à un boulot où des fois on attend pour faire charger le camion, et ben là, si j'avais pas un livre à lire pour m'apprendre quelque chose, je perdais des minutes de vie. Donc, j'ai ce tempérament où j'ai besoin d'être active, où j'ai besoin d'apprendre quelque chose, où j'ai besoin que je sois en train de faire quelque chose qui me serve. Et si je suis dans un travail qui ne m'épanouit pas, je suis en train de perdre du temps. Donc, il faut que je bouge. Je ne suis pas un arbre, j'ai besoin de bouger. Bah oui, je pense qu'on aura bien compris que tu as besoin de bouger, justement. Tu t'es réinventé plusieurs fois. Déjà, la première fois pour entreprendre, ça fait hyper peur. On dit que c'est sauter dans le vide sans parachute. Toi, tu as fait ça plein de fois. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de ces peurs qui t'ont peut-être traversé et comment tu y as fait face? Alors, j'ai même envie de dire qu'en fait, ça fait peur la première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Donc, si vous avez peur, c'est normal. Mais il y a le dicton qui dit que la peur n'évite pas le danger et c'est totalement vrai en fait. Ta peur, accepte ta peur et continue d'avancer. Et j'ai pas trop de choses pour te rassurer à ce moment-là parce que c'est normal d'avoir peur et si tu n'avais pas peur, bah ce serait peut-être de l'inconscience même parce que être entrepreneur, c'est risqué. Et pour être quelqu'un qui a vécu un dépôt de bilan, je peux te garantir que oui, c'est risqué. Je suis pas quelqu'un moi, quand on me dit l'entrepreneuriat, c'est la liberté, bah, je suis pas d'accord. Je me sens pas spécialement plus libre que quand j'étais salariée. Moi, quand j'étais salariée, je finissais, c'est terminé, j'avais pas de risque, j'avais mon salaire qui rentrait tous les mois, j'avais tous mes après-midi de libre. J'ai envie de dire que là, j'étais libre. Actuellement, si je bosse pas et que je vais pas chercher mes clients, j'ai pas de salaire à la fin du mois. J'ai mon banquier qui va pas être content, j'ai mon propriétaire qui va pas être content. Donc, je me sens pas spécialement libre. Après, voilà, c'est la manière dont on se ressent. Donc c'est normal d'avoir peur et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est une responsabilité qu'on a parce que c'est les entrepreneurs qui font quand même marcher l'économie, on va recruter des gens, on va faire vivre quand même de pas mal de choses, mais c'est une superbe expérience, c'est une belle aventure, c'est challengeant, ouais, non, c'est génial. Et c'est normal d'avoir peur. Mais on fait ça pour un peu le challenge aussi. Les entrepreneurs, je sais pas, ils ont un truc comme ça, ils ont envie d'aller plus loin, ils ont envie de se challenger. Sinon, on fait pas ça. Du coup, c'est vrai que tu abordes la notion de liberté et c'est vraiment ce que recherchent il y a beaucoup de femmes qui se réinventent. Là, tu viens de dégommer cette idée reçue, effectivement, que quand on est entrepreneur, on n'est pas forcément plus libre. Mais est-ce que tu peux nous dire, du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir, parce que tu as navigué un petit peu dans ton parcours, souvent entre entrepreneuriat, salariat, qu'est-ce qui t'a fait choisir là sur ta mission aujourd'hui, sur ton projet de vie sur lequel tu as l'air d'être hyper épanoui? Qu'est-ce qui t'a fait rechoisir l'entrepreneuriat au final? Moi, c'était plus le côté faire quelque chose qui me ressemblait. Je trouvais pas l'activité de salariat déjà qui allait me ressembler, qui allait pouvoir répondre à mes ambitions, parce que j'ai des ambitions qui sont assez importantes et qui allaient pouvoir aussi. Là, j'ai inventé un peu mon activité. Accompagner des gens sur le lancement de leurs produits. À la base, ça n'existait pas des masses. Donc j'ai inventé ce que j'avais envie d'inventer. Et, euh, et puis après, tu crées ton activité comme tu as envie de la créer, en fait. Donc c'est là que la notion de liberté, éventuellement, elle peut arriver. Et on dit aussi justement que se réinventer, c'est partir à l'exploration de qui on est. J'ai l'impression que tu t'es pas mal aussi découverte sur ton chemin de réinvention. Est-ce que tu peux nous partager, si tu veux bien, peut-être une facette que tu as découverte de toi ou que tu redécouvres encore et que tu voudrais nous partager? Alors, moi, je suis en constante évolution. Je me compare souvent à un Pokémon. Euh, la Maëva d'il y a 20 ans, elle est plus la même du tout aujourd'hui, même là j'ai 33 ans, on va dire d'il y a 13 ans. Moi, j'étais quelqu'un, être en face de toi, discuter avec toi, c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait quand j'avais 18 ans. Je n'aurais jamais fait une story Instagram. J'étais quelqu'un qui était très, très renfermé, qui était très, très mal dans ma peau, dans ma tête, Donc c'est tout ça
qui m'a permis d'évoluer psychologiquement, de soigner certaines blessures du passé, l'entrepreneuriat m'a aidé, soigné, guéri, fait évoluer, sauvé. Je pense que je pourrais mettre beaucoup de mots comme ça dessus. Donc, et je pense que j'ai encore énormément de chemin à faire. Aujourd'hui, je suis en train de faire un travail sur mon rapport à moi visuellement. Je ne sais pas trop comment le dire. Tu vois, mon feed, il n'y a pas trop de photos de moi. J'en ai mis une récemment. C'était pour faire un travail sur moi, pour aller sur mon feed et regarder comme ça, de me dire si je vais accepter mon image. Et je pense que j'ai encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Et si on reparle dans 10 ans, je te dirais encore, ouais, il y a 10 ans, je n'étais pas la même Maëva. L'entrepreneuriat, c'est un dépassement de soi chaque jour, de se dire rien que prospecter, c'est quelque chose qui est difficile. Au début, on a peur, on n'ose pas. Et souvent, quand on dit, moi, j'aime pas la prospection, c'est pas vrai. C'est juste que c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise et que c'est plus facile de dire qu'on n'aime pas ça. J'ai plein de questions à te poser du coup par rapport à ta réponse, mais du coup, je vais commencer par, dans ces étapes que tu as faites à chaque fois pour te réinventer, on parle souvent des démarches par petits pas. J'ai pas l'impression que tu sois allée par petits pas, que c'était plutôt pour toi des changements assez radicaux. Est-ce que du coup, tu confirmes ou est-ce que tu es plutôt, tu testes, tu fais des petits pas et après tu plonges ou tu plonges directement dans tes nouvelles aventures à chaque fois? Je suis un peu bourrin, moi. J'ai tendance à enlever le pansement d'un coup parce que si je fonctionne que par petits pas, je vais avoir tendance à faire marche arrière. Alors que si j'y vais d'un coup, ça va finalement être très, très inconfortable pour moi. Mais finalement, en fait, le résultat derrière, il est tellement agréable de te dire, je l'ai fait, j'ai réussi, que tu as des résultats plus vite. Après, c'est ce qui fonctionne avec moi. Et il faut surtout s'écouter et trouver ce qui fonctionne pour soi. Hein. Faut pas juste copier ce que là je suis en train de dire. Et tu parlais aussi juste avant que tu étais sur un cheminement, un travail encore par rapport à ton image de toi. On dit aussi que l'entrepreneuriat, ça se vit rarement seul. On s'entoure de personnes qui sont des mentors, des guides. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré et desquelles tu t'es fait aider ou pas du tout? Alors, je me fais accompagner depuis peu. Quand je vis mon dépôt de bilan de l'auto-école, je le vis, mon dépôt de bilan, parce que je me suis pas fait entourer. Parce que mon côté introverti et timide fait que j'entreprends, mais seule. Je n'ose parler à personne. Pourtant, quand on est dans l'auto-école, on a des moments où on rencontre les autres entrepreneurs. Au moment du code, au moment, vous vous souvenez, quand vous allez passer votre permis, bah, les moniteurs, ils se retrouvent régulièrement quand même. Bah, moi, je reste dans mon coin, j'ose pas me confronter aux autres, je me sens pas spécialement légitime. Vous connaissez souvent cette partie-là. Et du coup, je vais pas parler aux gens. Et ça, c'est une erreur que je fais. Et du coup, j'apprends parce que quand là, je me lance dans le marketing digital, je me dis, ben, je vais pas faire cette erreur-là une deuxième fois et je vais aller connecter avec les autres entrepreneurs. Alors, sur Instagram, j'y arrive. Mais là, je commence à faire des événements en réel. C'est difficile pour moi. Donc, je me force un petit peu. Je me force beaucoup même. Mais c'est important de s'entourer. Donc là, je vais avoir des mentors sans qu'ils le sachent, où je vais les observer, où je vais vraiment suivre beaucoup de formations. Je vais prendre des coachs. Je vais investir financièrement sur ma réussite parce que c'est important. C'est vraiment, vraiment important. Et je vais investir même si je ne peux pas. Là, quand je me suis lancée il y a 2 ans, j'ai un peu honte, mais je fais un crédit à la conso. Donc, tu sais, c'est avec un taux énorme que je paye encore aujourd'hui parce que j'ai même pas remboursé. Donc, il a 30 euros par mois. Mais je fais un crédit pour la formation de Stan Leloup parce que j'avais pas les moyens de la payer, mais je savais qu'il fallait que je me forme. Et la première fois que je prends un coach, je demande à ma mère de m'avancer parce que je savais qu'il fallait que je me coach. Mais finalement, je rentabilise tout très vite. C'est hyper intéressant que tu nous dis, le fait d'apprendre de ces erreurs de ton dépôt de bilan et le fait de rester seul. Parce que c'est vrai que quand on entreprend au début, la première fois, on se dit, ah, je vais faire les choses dans mon coin ou je ne vais pas oser demander. Alors que c'est vrai que le fait de s'entourer, d'échanger avec des personnes qui sont au même stade que nous, voire plus avancées, c'est hyper, hyper enrichissant et important parce que les personnes, elles sont passées déjà par nos galères. Et le fait d'investir en soi, tu nous expliques avec toute ton humilité, merci beaucoup pour ça, de comment en fait tu
tu as investi en toi dès le début et comment tu souhaites le faire encore. En tout cas, c'est admirable. Je pense que ça va en inspirer beaucoup parce qu'en France, on n'a pas l'habitude d'investir en soi. On a l'habitude que ce soit financé par l'entreprise, par le CPF. Et justement, je voudrais juste revenir sur ça, si tu veux bien. Tu avais choisi à un moment donc, de faire des formations accessibles via le CPF et tu as choisi de ne plus le proposer. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi, peut-être, dans ce moment entre nous? Oui, bien sûr. J'ai choisi d'arrêter déjà parce que il faut savoir que le CPF, normalement, si on suit vraiment la légalité, le CPF, pour rentrer dans les normes, il faudrait que ma formation soit une formation en création d'entreprise. Donc, ça veut dire que pour que ma formation soit finançable, je ne rentrais pas vraiment dans les clous. Et j'étais très inconfortable avec ça et je trouvais que je fraudais pour que ce soit le cas. Et si j'avais un contrôle, s'il y avait quelque chose, j'étais pas à l'aise déjà avec cette partie-là. Donc, il y avait ça. La deuxième chose, c'était que je pars du principe qu'en tant qu'entrepreneur, pour réussir, il faut apprendre à investir sur soi et donner cette habitude alors, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, que oui, ça peut aider des gens, mais j'ai eu, voilà, des cas où quand tu te fais financer, tu es beaucoup moins du coup investi. Quand tu finances toi-même, tu vas être beaucoup plus investi. Je ne fais pas de généralité parce que j'ai eu des personnes qui étaient très investies aussi. Mais quand tu investis toi sur ton entreprise, tu vas être du coup beaucoup plus investi dans ton programme et tes résultats vont être beaucoup plus présents, beaucoup plus rapides. Donc, il y avait ça. Et dans tous les cas, si en tant qu'entrepreneur, tu ne prends pas cette habitude d'investir sur toi, je trouve que c'est déjà une mauvaise habitude que tu prends pour ton entreprise. Surtout qu'en plus, sur le web, on a cette chance de ne pas avoir d'obligation d'investir dès le début. Si tu montes une entreprise en présentiel, tu vois, à l'auto-école, j'avais pas le choix. J'avais besoin d'un local, d'agréments préfectoraux, d'une voiture, de trucs, de machin. Si tu ouvres une boulangerie, il va te falloir un local, il va te falloir des fours, il va te falloir, si tu ouvres un magasin de vêtements, il va te falloir du stock. Ma sœur, elle a ouvert de quoi faire les marchés, tu vois, juste les marchés. Ben, il lui a fallu des tables, il lui a fallu une tonnelle, il lui a fallu du stock. Nous, on a cette chance, au moins, investi pour te former. Et rien que ça, tu vas avoir un mindset qui va être différent et un mindset qui va plus t'apporter de l'abondance que si tu cherches à grappiller de l'argent qui n'est pas à toi pour aller te former. Il faut savoir que je l'avais aussi fait pour une autre chose, que je m'étais aussi mis à organisme de formation pour ne plus avoir la TVA. Et que je me suis sentie en fait dans une énergie de manque, de me dire, mais là, je suis en train de faire de la paperasse pour aller grappiller des euros à l'État, alors que je pourrais ne plus faire cette paperasse et avoir du temps pour aller trouver des clients. Donc, je me suis débarrassée de toute cette paperasse, je me suis remis dans une énergie d'abondance et je peux te garantir que mes résultats se sont fait ressentir derrière. Du coup, tes propos sont riches en mindset, en dépassement de soi. Et on revient sur la prospection, du coup, parce que tu nous dis tu prends plus de temps maintenant pour aller chercher des clients. Et c'est vrai que la prospection, c'est quelque chose qui fait peur aux réinventeuses de leur vie, aux personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller au contact, qui n'ont pas forcément la fibre commerciale ou qui n'ont pas envie de passer pour des marchands de tapis. En fait, personne n'a envie ou d'être sur le vieux vendeur de voitures qui te fait du forcing. Tu nous dis que toi aussi, tu as peut-être vécu ça et c'est quelque chose d'inconfortable, la prospection commerciale. Est-ce que tu as peut-être des tips ou une manière dont toi, tu le fais aujourd'hui ou tu le vis qui pourrait aider les personnes qui nous écoutent à franchir le cap? Complètement. Et j'ai vécu ça. Mon premier business, je fais 0 € de chiffre d'affaires. Je suis avec ma mallette d'onglerie à me dire, je vais démarcher les salons de coiffure juste pour me poser chez eux et leur proposer un complément d'activité pour leur salon, pour chouchouter leurs clientes, quelque chose qui était complètement plausible. Et je reste comme une idiote devant le salon à me dire, non, je ne rentrerai pas. Et je ne rentre pas. Et le deuxième jour, je ne sors même pas de la voiture. Donc, je comprends tout à fait ce que ça fait. Et en fait, déjà, quand tu changes ton état d'esprit et que tu te dis que ton offre que tu as créée
elle est bonne, elle transforme tes clientes et qu'elle est faite pas pour les arnaquer, elle est faite pour les aider. Aujourd'hui, j'accompagne mes clientes à réussir leur lancement. J'ai des clientes que j'ai accompagnées qui ont fait un lancement à 20 000, à 15 000, à 10 000 euros. J'en ai certaines qui ont fait 5 000 parce qu'elles avaient moins de grosses de communauté. Mais l'accompagnement est largement rentabilisé. Donc finalement, je ne vais pas leur vendre quelque chose, je vais leur proposer mon aide. Et quand déjà tu pars de ce principe-là, tu vas juste discuter. Enlève ce mot prospecter qui te dérange. Tu vas discuter avec des femmes des femmes ou des hommes, hein, peu importe qui vous vous adressez. Tu vas discuter avec des personnes qui ont besoin de ton aide. Tu vas aller leur donner tes conseils et tu vas aller leur montrer à quel point tu es la bonne personne pour les aider. Et quand ces personnes, elles vont s'en rendre compte, elles vont vouloir discuter avec toi. Elles vont vouloir avoir un appel avec toi. Quand tu t'enlèves ce côté que la vente, c'est mal, parce que c'est normal qu'on te donne de l'argent pour tes services, parce que quand tu vas faire tes courses, tu les payes pas en sourire. Tes impôts, tu les payes pas en sourire non plus. Donc en fait, c'est juste le fait de s'enlever le côté, demander de l'argent à quelqu'un, c'est quelque chose de mauvais. Si je te demande de me recommander un bon restaurant, tu vas me dire, mais va dans ce restaurant-là, il est génial. J'y ai mangé l'autre jour, c'était super bon. Et bien en fait, c'est la même chose. C'est viens travailler avec moi parce que franchement, mon accompagnement, il est génial. Et si tu as besoin de lancer ta formation, ben, je vais t'accompagner, tu vas être guidé, tu vois, c'est juste parce que si tu crois en ton offre, en ton produit, si tu sais qu'il aide des gens, mais ose en parler parce que c'est. Alors, sauf si tu arnaques des gens, là, dans ces cas-là, n'en parle pas et tu as raison de ne pas oser. Mais en fait, la plupart du temps, c'est juste un problème mental parce qu'en France, on a l'impression que vendre, c'est mal et que de faire de l'argent, c'est mal. Souvent, on pointe du doigt les gens qui ont une belle voiture, les gens qui ont les femmes qui ont un beau sac à main, comme si faire de l'argent, c'était quelque chose de mauvais. Et quand on enlève toute cette partie-là, eh ben, mais présente tes services. Présente quelque chose de bien. Quand tu vas faire les magasins avec une de tes copines et qu'elle trouve une robe qui est magnifique, tu vas lui dire, mais achète cette robe, elle te va super bien. Donc, tu vends cette robe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un très beau parallèle et je pense que tu as démystifié la prospection commerciale et c'est vrai que ce mot, c'est vrai que ça fait peur, closer, de prospecter, etc. Et juste être dans l'échange, en fait, comme tu expliques, discuter et être surtout ouverte aux besoins de la personne à qui tu vas présenter ce que tu fais. Au final, ça peut être l'image que tu as partagée c'est comme si tu allais faire du shopping avec une personne et tu lui recommandais la meilleure chose qui lui convient. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant. Tu nous parles aussi de tes services qui ont évolué par rapport à quand tu t'es lancé en copywriting, tu t'es formé et ensuite tu as fait évoluer ton offre. C'est vrai qu'on a tendance à croire que quand on se réinvente professionnellement, eh bien, il faut tout que ce soit parfait. Il faut avoir l'offre carrée, brillante, avec tout ce qui va bien. Et en fait, pas forcément. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as choisi d'abord de te lancer en copywriting et comment tu as fait évoluer? Qu'est-ce que ça a été ta démarche? Alors, moi, absolument rien n'était parfait. Rien. Et je suis justement là, ça va faire 2 ans au mois de septembre. Je suis justement en train de parfaire les choses, d'améliorer. Là, mon identité visuelle, elle va changer pour que ce soit plus parfait. Mais il ne faut pas du tout que ce soit parfait. Il faut que ce soit fait, c'est tout. Quand je me suis lancée en copywriting, là, j'étais en prestation de service. Au début, j'avais pas spécialement de clients cibles. J'ai travaillé avec des gens qui vendaient des produits comme des infopreneurs. Au début, voilà, tu travailles avec les personnes qui veulent bien de toi parce que j'avais toutes mes idées limitantes comme tout le monde. J'avais peur que si j'avais un client cible, j'ai moins de clients. Vraiment, j'avais toutes toutes les idées limitantes que mes clients peuvent avoir aujourd'hui. Et après, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'ai un client cible. Donc, j'ai commencé à me cibler sur les infopreneurs. J'ai ciblé vraiment les personnes avec qui je voulais travailler. Donc, j'ai même fait des prix aux personnes avec qui je voulais travailler pour avoir des témoignages de ces personnes-là. Petit à petit, je me suis mise sur Instagram.
J'avais des couleurs qui donnaient mal à la tête. J'avais un jaune fluo, rose fluo, bleu fluo. J'avais un bitmoji parce que je voulais pas me montrer. C'était une catastrophe, mon feed. C'était horrible. Il n'y avait pas beaucoup de copywriters sur Instagram. Ils étaient tous sur LinkedIn. Et du coup, j'avais beaucoup de monde qui me contactait d'Instagram, des personnes qui lançaient des formations. Et le truc, c'est que la formation en ligne, on la vend moins maintenant, mais au début, on la vendait un peu comme le truc pour faire des revenus passifs depuis son canapé, sans en foutre une, quoi. Donc, du coup, on me contactait, on me disait, bah, moi, j'ai une formation en ligne à vendre, est-ce que tu peux me faire une page de vente? Ok, et je posais des questions, tu as combien d'abonnés sur les réseaux sociaux? Bah, 200, 300, tu as une liste email? Non. Tu as combien de visiteurs sur ton site internet? J'ai pas de site internet, ok. Je peux rien faire pour toi en fait, parce que je vais te faire une super page de vente, mais personne va la voir. Et je voulais pas vendre quelque chose qu'elle allait avoir zéro résultat. C'était pas bien pour elle, pour cette personne-là, et c'était pas bien pour moi, parce qu'on allait dire, elle est nulle, elle fait des pages de vente à 1000 euros, mais il n'y a pas de visibilité. Personne n'achète. Ben non, personne n'achète parce que tu n'as pas de visibilité. donc, du coup, je disais non. Mais je continuais à avoir des appels comme ça, parce que sur Instagram, il y avait beaucoup de personnes qui étaient comme ça. Et je me suis dit, il y a un truc à faire là-dessus. Et du coup, j'ai creusé mon client cible, j'ai creusé le besoin. Quand j'avais des appels comme ça, je transformais ça en interview persona. Puis, début de 2020, je lance une offre, un accompagnement individuel pour aider les gens à mettre une stratégie en place de lancement. Parce que pareil, je leur disais, mais tu as prévu quoi pour ton lancement? Bah, j'ai prévu juste d'ouvrir les ventes. Et puis mon accompagnement, du coup, il a cartonné tout de suite. Dès la première année, je fais 100 000 euros de vente. Et principalement, là, je crois que je fais 70% de mes ventes avec l'accompagnement individuel. Après, j'ai ma petite formation qui sort en juin et ma grosse formation qui est sortie. Alors non, j'ai mon coaching de groupe qui sort en août. Le 15 août, je le sors. Alors, quand on me dit on ne vend pas l'été, 15 août, je dis même pas peur. Et mon autre formation qui sort en novembre. Et j'ai, à part ma formation à 47 euros, j'ai fait aucune formation avant de les vendre. J'ai d'abord vendu et j'ai fait après. Donc, mon accompagnement individuel, je l'ai vendu. Je n'ai jamais fait de page de vente. À l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de page de vente. Chaque mois, je dis je vais la faire et il n'y en a toujours pas. Alors maintenant, la formation, elle est faite. Tout est ça, c'est bon. Mais quand j'ai lancé, il n'y avait rien qui était parfait. Du coup, c'est hyper intéressant, encore une fois, toutes tes réponses sont hyper intéressantes, ça va être hyper répétitif ce que je dis, mais tu nous expliques que mieux vaut fait que parfait et en plus, tu nous expliques qu'au final, tu as itéré, tu as testé pour en fait te rendre compte de ce qui était le vrai besoin de tes clients qui venaient à toi initialement pour une page de vente, enfin pour écrire des pages de vente avec une écriture persuasive, parce que c'est ce qu'est le copywriting. Tu nous expliques aussi que pour une copywriter, tu n'as pas de page de vente. Tu as plutôt passé ton temps à aller chercher à comprendre les besoins de ton client et aller répondre vraiment spécifiquement à ce dont ils avaient besoin. Est-ce que tu peux nous dire comment, du coup, tu as fait pour aller chercher ces clients? Et comment tu transformes sans avoir de page de vente? Est-ce que c'est des appels découvertes? Est-ce que c'est des événements physiques? Est-ce que tu prends des cafés avec les gens? Dis-nous en plus. Parce que finalement, le copywriting, on a tendance à penser que c'est une page de vente et que c'est des emails. Alors effectivement, copywriting, c'est de l'écrit beaucoup, mais le copywriting, là où c'est puissant, c'est quand on arrive à comprendre les concepts du copywriting et qu'on arrive à les utiliser partout, tout le temps. Et c'est là que moi, dans mes accompagnements, j'apprends à mes élèves à comprendre les concepts et à les utiliser partout, tout le temps. Dans des posts Instagram, lorsque l'on parle, lorsque l'on fait un appel découverte, lorsqu'on fait des stories, lorsqu'on fait des vidéos. Moi, je dis tout le temps que le copywriting, ça m'a aidé à m'entendre avec mes sœurs. Parce que vraiment, c'est de la psychologie humaine. C'est mieux écouter, mieux comprendre le monde qui t'entoure. Quand vraiment tu comprends les concepts et la profondeur du copywriting. Tu enlèves la partie persuasion, manipulation, influence. C'est des concepts qui sont profonds et c'est de la psychologie humaine. Et du coup, moi, je l'utilise au quotidien dans
tous mes contenus que tu peux lire et entendre dans mes stories, même quand je parle finalement, quand je vais être en repas de famille, c'est imprégné dans ma façon de communiquer au quotidien. Et du coup, comment je trouve mes clients? Dans ma stratégie de communication déjà, et ça va être dans ma manière de communiquer, dans mes stories. Quand je dis que j'ai un nombre de places limité, je vais annoncer mon nombre de places, je vais expliquer comment est mon accompagnement, je vais mettre en avant les bénéfices, le résultat que ça apporte, les témoignages de mes clients. Au quotidien, je montre ce que vivent mes clientes, je montre leurs résultats. Je suis en lancement tout le temps, donc, pas moi, mais mes clientes. Donc, du coup, il y a tout le temps ce qui se passe. Puis, il y a mon contenu aussi qui montre mon expertise. Donc voilà, le lancement m'entoure au quotidien. Je vais faire un parallèle. Tu nous parlais que le copywriting t'a aidé à communiquer avec tes sœurs. Donc, on en est passé sur la sphère un petit peu familiale. Grâce à toutes tes réinventions professionnelles, tu as pu, toi, te découvrir, mais ça peut faire peur à toi quand tu le fais, mais aussi à ton entourage. Comment tu as vécu justement le jugement extérieur ou le fait de devoir expliquer à ta famille que tu changeais de voie, de profession? J'ai dû me détacher de ça. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas faire comprendre. C'est difficile. Les gens comprennent pas forcément. Moi, on m'a beaucoup traité d'instable. C'est leur jugement, c'est leur façon en fait de voir les choses, et elles n'avaient pas forcément envie de les voir autrement parce qu'en fait elles sont pas dans ma tête ni dans ma peau. Elles ont pas en fait cette sensibilité que j'avais. Elles n'ont pas envie de changer tout le temps. Donc, je pense que j'ai appris, c'est assez récent quand même, hein. Comme je te dis, c'est avec le copywriting, j'ai appris à comprendre que j'avais ma vérité, ma perception, qu'elles avaient la leur, et qu'il fallait juste accepter ça. L'acceptation de soi aussi, je pense que c'est une grande aventure entrepreneuriale. Savoir qui on est et se mettre au centre de son business, je pense que c'est aussi important. Pour déjà faire une activité qui nous ressemble et pour préserver son énergie. Tu nous parlais aussi beaucoup tout à l'heure d'énergie avec le fait que tu n'étais pas forcément ou plus trop aligné quand tu as lancé des formations en CPF, que tu as voulu revenir sur cette décision. Aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu gères ton énergie et tu gères les phases de productivité et de repos? Plutôt bien. Je suis quelqu'un qui a pas mal d'énergie. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et qui aime ça. En fait, le plus difficile, c'est pas de gérer mon énergie, c'est plutôt de gérer. C'est marrant parce que j'en parlais dans ma newsletter tout à l'heure. C'est de gérer un peu le regard des autres et la culpabilité un peu. Il y a un peu de deux écoles. Il y a ceux qui vont dire faut pas trop travailler, faut se reposer, faut prendre du temps pour soi. Et tu as ceux qui ont besoin de travailler beaucoup et qui aiment ça. Et en fait, les deux, j'ai l'impression, se culpabilisent l'un et l'autre. Et du coup, j'ai pris des vacances. J'ai pris des vacances parce qu'on me tannait beaucoup à me dire tout le temps, tu travailles trop, tu vas finir en burn-out, tu vas... Et du coup, j'ai pris des vacances. Et pendant mes vacances, j'ai tourné en rond. Parce qu'en fait, je suis en plein changement. Là, il y a ma chaîne YouTube qui va sortir, il y a mon blog, il y a mon identité visuelle, il y a une nouvelle offre qui va pas tarder à sortir aussi. Il y a pas mal de choses. Et en fait, j'avais pas du tout envie de prendre des vacances. J'avais qu'une envie. Là, actuellement, je suis dans une super énergie. J'avais pas du tout envie de prendre des vacances. Donc, c'était cool. C'était cool de prendre des vacances quand même. J'étais chez ma cousine, on n'a pas arrêté de bouger. Mais j'étais un peu frustrée quand même. J'avais pas envie de prendre des vacances à la base. Donc, j'ai un peu bossé quand même de mon côté sur ma chaîne YouTube. Et je suis revenue et je me suis dit, en fait, je pense qu'il faudrait arrêter de se culpabiliser les uns les autres et qu'on devrait juste s'écouter et se dire, il y a des personnes qui ont besoin de moins travailler. Il y a des personnes qui ont décidé d'être dans l'infoprenariat parce qu'on a le choix et qu'on peut choisir le chiffre d'affaires dont on a besoin et de bosser que quelques heures. Et il y a des personnes qui aiment travailler beaucoup. Moi, dans le milieu du cheval, tu sais, avec les chevaux, on ne peut pas trop ne pas travailler beaucoup. C'est un milieu où on travaille tout le temps, où il n'y a pas trop de jours de repos, parce que les chevaux, ça mange déjà tous les jours, tout. Enfin, c'est plus compliqué. Et en fait, j'ai été élevée dans ce milieu-là. Et du coup, j'ai cette habitude-là. Et quand je ne travaille pas un peu, je m'ennuie.
Et en plus, j'aime infiniment ce que je fais. Donc, j'ai jamais l'impression de travailler, tu vois. J'ai juste l'impression de faire ce que j'aime. Et c'est comme si, je sais pas, je faisais du coloriage, du cheval encore, ou juste je fais ma passion, quoi. Donc, je pense qu'il faut juste s'écouter et faire ce qu'on aime. Et pareil, il faut pas trop se comparer parce que tu as des gens qui ont une famille, donc qui ont besoin du temps pour leur famille. Et puis moi, je suis célibataire et j'ai pas d'enfant. Donc, bah, j'aime bien le soir aussi reprendre mon ordi et travailler. Donc ouais, je pense qu'il faut s'écouter et faire comme on a envie. Comme quoi, chaque chemin est unique et le fait de s'écouter, comme tu dis, c'est ultra important. Tu mets aussi le doigt sur un sujet intéressant, c'est celui de la gestion des émotions, en fait. Tu nous disais, oui, les personnes te disaient, oui, va en vacances pour pas t'épuiser. Et tu nous as parlé du burn-out. Et moi, je suis convaincue que tu nous as dit dans ton parcours en avoir déjà fait un. Je suis convaincue que la gestion des émotions et le fait de se connaître, c'est quand même intimement lié au burn-out qui peut être assimilé soit à une dépression ou soit, voilà, on en a trop fait, on en a trop donné. Du coup, sur le sujet des émotions, c'est vrai que quand on est salarié dans sa case, on n'apprend pas trop à gérer nos émotions parce que voilà, il y a un boss qui va nous dire quoi faire. On est un petit peu un pare-feu. Quand on est seul sur le terrain de l'entrepreneuriat, les émotions, elles sont là. Il y a des vagues. Comment est-ce que toi, tu les gères ou tu traverses les vagues? Alors moi, je suis une boule d'émotions. Je suis hyper sensible. Et alors, j'ai découvert mon hypersensibilité, ce que c'était que l'hypersensibilité il y a 3 ans. Avant, je disais que j'étais hypersensible comme j'ai très faim, tu vois. Pour moi, c'était deux mots différents. Donc, ça dépend des moments. Il y a des moments, tu vois, là, c'est constant. Mais il y a des fois, c'est compliqué. Il y a des fois, c'est compliqué, donc je peux pas te dire comment je gère. J'improvise. Alors moi, je pleure. Quand je suis en mode Down? Mhm. down, je pleure. J'attends que ça passe. Je vais décompresser, je vais me concentrer sur un truc. Souvent, ça va être de me concentrer sur une tâche et ça va finir par passer. C'est le stress, en fait. Je me laisse déborder par le stress. Je fais du psoriasis. Puis ouais, il faut que j'attende que ça passe. En tout cas, tu as une prise de conscience sur tes émotions et de ne pas faire en mode cocotte minute, en fait. Le fait de Je se me dire, connais très bien. Aujourd'hui, je me connais très, très bien. Mais c'est parce que j'ai vécu ça d'abord, tu vois. Mon burn-out, aujourd'hui, je sais que je vais pas. Je l'ai vécu pas parce que je travaillais beaucoup, parce que j'avais les problèmes. Je travaillais beaucoup et j'avais les problèmes financiers. Et j'ai dit stop pour pas replonger et je dis on arrête là. Mais aujourd'hui, je sais que je le vivrai différemment parce que je sais comment je l'ai vécu, je sais jusqu'à où moi je peux aller, ce que je peux supporter et je sais que je ne revivrai pas ça. merci de ce partage encore une fois en toute humilité. Du coup, tu t'es lancé sur le secteur du marketing digital, de l'infoprenariat, eh bien, où il n'y a pas personne en fait, qui est un petit peu saturé. On dit que pour se lancer, il faut avoir une idée révolutionnaire et c'est mieux s'il n'y a personne sur le marché, alors que ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à te lancer et à te faire connaître sur un marché qu'on dit saturé et qu'est-ce qui a été peut-être ton élément de différenciation? Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut se lancer sur un marché où il y a personne. Parce que tu vois, on dit toujours, il y a beaucoup de gens qui osent pas se lancer en se disant, bah, j'attends d'avoir l'idée révolutionnaire et qu'il n'y ait personne. Mais en fait, s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de clients. Alors que là, je me lance sur un marché où il y a du monde, donc il y a des clients. Après, il faut juste que je trouve du coup l'élément différenciateur, mais les clients, ils sont déjà là. Donc partant de ce principe-là, je trouve que je suis déjà bien partie. Après, c'était juste l'élément différenciant. Il y avait beaucoup de personnes sur la création de formations en ligne, mais il n'y avait pas grand monde, voire personne sur les lancements. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ma difficulté en termes de SEO, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui recherche le mot lancement. Alors, il y a vendre des formations, mais pas lancement. Et ma différenciation, bah, c'était vraiment déjà le positionnement sur les lancements de formation, sur le fait que on apprenait beaucoup à lancer une formation avec une masterclass ou lancer une formation avec un challenge. Les gens, en fait, te donnaient une seule stratégie et ils voulaient te faire rentrer dans un moule. Et c'est vrai qu'avec mon passé, autant mon passé de cavalière que mon passé d'enseignante en auto-école, il y a un truc qui m'a toujours insupporté, c'était le côté c'est ma méthode qui fonctionne, point.
Et moi qui faisais du travail de jeunes chevaux, quand j'avais un moniteur qui me disait c'est ma méthode qui fonctionne, je me disais mais déjà mon cheval il est différent de ce que tu connais et moi je suis différente. Donc comment tu veux que ta méthode qui fonctionne avec tout le monde, elle fonctionne avec tous les chevaux et avec tous les gens? Ça m'horripilait. Et pareil, le truc simple, tu as ton permis de conduire? Ouais. Oui, oui, Et bah, oui, faut oui. savoir que j'ai fait passer le permis à des centaines d'élèves. Et bah, juste la manipulation des pédales au moment où tu lances ta voiture, et bah, j'ai dû l'expliquer une centaine de fois différemment aux élèves. Parce que, en fait, en tant qu'être humain, on comprend tous d'une manière différente. Ah, Donc, c'est partant de ce intéressant ça. principe-là, je ne peux pas t'imposer de lancer ta formation avec une masterclass. Donc, mon élément différenciant, il est là. Il est que je vais t'aider à lancer ta formation, mais on va déjà définir une stratégie qui te correspond à toi. Parce que si tu n'es pas à l'aise avec une vidéo, la masterclass, ce n'est pas le bon moyen. Si tu n'as pas une énergie de dingue, le challenge, ça va être un petit peu épuisant et qu'il existe tellement de stratégies possibles pour lancer et vendre ta formation qu'on peut trouver une stratégie adéquate pour toi qui va correspondre à toi, à ton client cible et à ton produit. Il y a ces 3 facteurs à prendre en compte. Donc, une seule méthode, je trouvais ça un peu limité. C'est hyper aligné avec ce que je pense aussi sur la partie de dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de méthodes, de stratégies, de choses à appliquer, qu'on veut apprendre à faire, alors qu'on l'a bien vu depuis tout à l'heure, il y a une grande partie sur l'être, sur qui je suis, qu'est-ce qui me correspond, quel est mon niveau d'énergie et dans quoi en fait je suis le plus à l'aise. Pour oui, il y a ce côté dépassement de soi, mais si, comme tu dis, la réinventeuse qui se lance n'est pas du tout à l'aise avec les vidéos, elle ne va pas faire une masterclass ou s'épuiser avec un challenge vidéo qui n'est pas du tout avec des lives tous les jours à des heures qui ne lui correspondent pas. En plus, il y a les mamans, quoi. Je pense qu'il y a vraiment des stratégies qui correspondent à chacune d'entre nous, mais qui nécessitent déjà, dans un premier temps, de faire un travail de qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que va m'apporter mon entreprise, qu'est-ce que je veux offrir au monde, aux femmes ou aux personnes que j'accompagne, comme tu le fais toi. Et après, quelle est, moi, ma valeur et mon unicité, que ce soit dans mon lancement ou dans l'offre que je vais travailler, l'offre que je propose, le service, le produit, peu importe. Et ça, je trouve que c'est une étape qui est souvent zappée. Quand on se lance, on veut passer à l'action directement. On se brûle souvent ou parfois les ailes. Et après, on revient en arrière sur la partie mindset, qui on est, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, je pense. Et justement, dans cette course folle à l'entrepreneuriat, il y a la réussite qui est importante pour beaucoup d'entre nous. Est-ce que tu as une définition, toi, de ce que c'est pour toi la réussite? La réussite, c'est hyper subjectif. C'est hyper propre. En fait, c'est hyper propre à chacun. Pour moi, la réussite, ça va être, elle évolue tout le temps en plus pour moi, la réussite. Parce que chaque semaine, chaque mois, je me pose des objectifs. Et ma réussite de cette semaine, ça va être une autre réussite la semaine d'après, le mois d'après, l'année d'après. Et ça va être des objectifs qui vont être chiffrés, mais des objectifs qui vont être aussi émotionnels. C'est là que c'est intéressant de ne pas se comparer aux autres. Et c'est là que je passe mon temps à dire à mes clientes, mais arrête de regarder chez ta voisine ce qui se passe, parce que tu peux pas te comparer à elle. C'est pas parce qu'elle a fait 200 000, 300 000, 100 000 que toi tu réussis pas. Parce que déjà, tu n'as peut-être pas le même temps à y consacrer, parce que tu y es peut-être pas depuis la même période, parce que tu es peut-être beaucoup plus heureuse qu'elle. Ça encore, c'est hyper en ligne avec la définition que j'ai de la réussite. Et j'en ai fait tout un épisode, donc que vous pouvez retrouver aussi. Qu'est-ce que c'est au juste la réussite? Cette notion de subjectivité, j'en parle aussi. Donc, on est encore une fois alignés sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je pense que c'est de chaque jour continuer d'essayer d'évoluer et de me réaligner avec moi. Parce que je peux même pas dire que je suis encore complètement alignée, tu vois, mais que j'y travaille encore. Et on parle de fierté, de paillettes, de l'entrepreneuriat. Mais moi, je suis contre tout ça. J'aime bien parler des flops et des apprentissages qu'on a eus dans notre réinvention. Est-ce qu'il y en a un que tu veux nous partager? Tu as déjà évoqué ton erreur de gestion dans ton aventure dans l'auto-école. Est-ce que c'est celui-ci que tu veux nous partager ou un autre, surtout sur ce Comme que tu as appris? je l'ai déjà dit, je vais en partager un récent Génial.
que j'ai partagé en newsletter il n'y a pas longtemps, où j'ai demandé aux gens s'ils étaient heureux, où je me suis rendu compte que j'étais pas si heureuse que ça, là récemment, où j'étais tellement accaparée par mon travail. Il faut savoir que aujourd'hui, j'ai une entreprise qui, l'année dernière, j'ai fait 100 000 euros. Là, je pense que cette année, je vais faire plus parce que je dois déjà être à 60 ou 70 000 euros. Donc, c'est bien. Sur le principe, c'est bien. Eh ben, je ne me paye pas. Je ne me paye pas. Je suis chez Pôle emploi et c'est une exclusivité là. Comme ça, je l'assume et je le dis devant tout le monde. Je gagne 1 000 euros par mois chez Pôle emploi. Et en fait, je fais ça parce que c'est des séquelles de mon dépôt de bilan. J'ai une peur bleue de me rémunérer parce que je crois que du moment que je vais me payer, ça va couler. Alors du coup, je stocke. Et j'ai pris conscience récemment que du coup, comme je stockais et que je vivais avec 1 000 euros par mois, je ne vis pas avec 1 000 euros par mois, mon loyer, tout ça. Je ne me fais pas plaisir. Je ne reçois aucun plaisir de mon entreprise, à part le fait de travailler. Donc, j'aime beaucoup ce que je fais, c'est ma passion, mais le fait de compter ses sous pour manger, c'est pas quelque chose d'agréable. Finalement, je vis dans le manque, comme si j'avais une entreprise qui me rapportait aucun argent. Et on a mis le doigt dessus récemment sur le fait que je vivais pas de mes rêves. Je vivais d'aucun plaisir. J'ai une voiture qui me permet pas de faire 1 heure de route parce qu'elle est très très vieille. Donc, ça a été mon coup de blues du moment de me dire, Maëva, c'est cool, tu as une entreprise qui fonctionne, mais c'est comme si tu n'avais rien, quoi, parce que derrière, tu es là à compter tes sous pour aller faire des courses, parce que tu ne peux pas te faire plaisir, parce que tu vis de Pôle emploi. Donc, c'est mon challenge du moment de dépasser ce blocage psychologique. Et donc, ce n'est pas un échec, mais voilà, c'est mon blocage psychologique du moment. C'est un challenge du moment, surtout que, effectivement, tu nous parles en toute transparence de tes chiffres. Merci beaucoup pour ça. C'est quand même une tendance sur les réseaux sociaux qui est, je trouve, qui est discutable. Et j'ai vu qu'un récent post de ta part qui disait que tu avais arrêté de partager tes chiffres, enfin que tu avais fait le choix d'arrêter de partager tes chiffres, parce que c'est quelque chose qui peut mettre soit une pression, soit un certain malaise, je trouve. Parce que comme tu le dis, quand tu nous annonces ton chiffre d'affaires, on se dit « Ah, waouh, elle déchire, elle doit gagner trop d'argent, se faire plaisir ». Et en fait, on ne sait pas derrière la structure, le mode, le type d'entreprise que tu as choisi. On ne sait pas quel est ton passé, ton chemin de vie et ton expérience ou ton mini-trauma au final de ton dépôt de bilan. Donc, encore une fois, merci de ta transparence. Je pense que ça porte à réfléchir et à sortir de ces injonctions sur le chiffre d'affaires à tout prix. C'est surtout aussi son travail de l'état d'esprit par rapport à l'argent. Je ne sais pas si c'est ce que tu travailles en ce moment, mais… Si, complètement. Parce que finalement, là, je pourrais partager mes chiffres, on se dirait waouh, parce que voilà, en 6 mois, je fais plus de 10 000 par mois. Mais finalement, le résultat, il est où? C'est pas mon argent, c'est celui de ma société. Moi, je les partage plus parce que je sais que ça fait culpabiliser des gens. Et du coup, je suis toujours entre le cul entre deux chaises parce que moi, quand les gens partagent leurs chiffres, ça m'inspire. Mais je sais que ça en fait culpabiliser, j'ai de l'empathie et je me dis, c'est pas cool pour les gens que ça fait culpabiliser. Donc, j'ai des bons chiffres, je suis fière de mes chiffres. Mais moi, à titre personnel, comme j'ai mes blocages psychologiques, je pourrais me payer parce que j'en ai discuté avec mon cousin qui est entrepreneur qui m'a dit, c'est cool, tu les stocks, mais tu vas en faire quoi de ton argent? En tant qu'entrepreneur, c'est pas du tout intelligent ce que je fais parce que c'est les impôts qui vont me les prendre. Donc, je sais qu'il faut que je travaille ça. J'ai encore moins de 6 mois avant que les impôts arrivent. Je sais qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Mais ça n'empêche qu'il faut toujours se dire avant de se comparer, faut se demander ce qu'il y a derrière parce que je pourrais aussi faire 10 000 euros, mais être hyper dépensière et tout prendre dedans. C'est ce que je faisais avec l'auto-école. Avec l'auto-école, j'avais des bons chiffres, mais j'avais confondu recettes et bénéfices et j'avais plus de charges que de rentrée d'argent. Donc, j'aurais pu partager, j'avais fait 140 000 euros de chiffre d'affaires en 1 an. Sur le coup, on peut se dire, waouh, c'est super ces chiffres. Oui, mais j'ai fait 160 000 euros de… bénéfices, je trouve pas mes mots. Non, pas de bénéfices. Résultats oui, nets. voilà, de résultats. Donc, du coup, j'étais en moins.
Donc, c'est ça qu'il faut voir. Quand les gens partagent leurs chiffres, juste le chiffre, ça ne représente rien. En plus, est-ce que le chiffre, il est hors taxe ou est-ce qu'il est TTC? Donc, quand vous regardez les chiffres, vous dites jamais waouh, dites-vous ouais, c'est cool, mais ça veut rien dire. C'est surtout en fait de se dire soi-même de quoi quelles sont nos envies à nous et quel est notre besoin, avec combien d'argent je suis heureuse par mois Complètement. pour aller Complètement. répondre à mes besoins. Et justement, on parle de cet épanouissement qui peut être lié ou pas à la notion d'argent. Qu'est-ce qu'il te faudrait ou qu'est-ce que ça veut dire pour toi être épanoui dans ton entreprise? C'est encore compliqué, tu vois, cette question parce que je suis aussi en train de travailler là-dessus parce que je me mets une pression un peu qui est plus familiale, où je veux gagner beaucoup pour pouvoir aider ma famille, alors que ma famille ne me demande rien. Donc, je suis aussi en train de travailler sur ce côté psychologique où il faut que j'arrête de vouloir prendre en charge ma famille parce que c'est pas mon rôle. Et du coup, j'ai envie de gagner beaucoup pour me dire, je vais prendre en charge la maison de retraite de mes grands-parents, alors que techniquement, c'est pas mon rôle. Mais comme j'ai l'impression que je suis celle qui en serait capable, je me mets cette pression sur les épaules, ce qui me rajoute du stress, ce qui me rajoute du psoriasis. Tu vois le cercle vicieux un peu. Donc pour le moment, j'ai pas l'épanouissement parce que j'ai la pression de me dire je veux tout gérer. Mais tu travailles dessus et tu as conscience qu'il y a le cercle du C'est ça. sauveur qui est, C'est exactement qui est ça. pas loin. Pour le moment, j'ai mis le doigt sur les problèmes, il faut que je les règle. Je pense que c'est déjà 50% de la solution de voir où est-ce qu'il y a des phases à améliorer et après le comment, ça passe en deuxième lieu. Mais en tout cas, quand on sait qu'on sait, on peut passer à l'action. Complètement. Est-ce qu'il y a une phrase fétiche du coup ou inspirante qui t'aide toi au quotidien ou qui t'a aidé à aller de l'avant? Ça va vraiment être le mieux vaut fait que pas fait. J'avance. Quoi qu'il arrive, j'avance. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé donner à la toi, Maëva, d'il y a quelques années, qui était avec les chevaux, que tu aurais aimé partager? Non, j'aurais absolument rien changé à mon parcours. C'est magnifique. Non, si j'avais changé quoi que ce soit, j'aurais pas appris tout ce que j'ai appris. Ouais. Après, ce n'est pas forcément changer, c'est est-ce que tu as un conseil à lui donner? Je ne sais pas, ose, je ne sais pas, n'aie pas peur. Mais c'est ta réponse, c'est ton choix. Est-ce qu'il y a des personnes, du coup, qui t'inspirent aujourd'hui à te développer, à te dépasser, des mentors secrets, comme tu le disais? Margot Klein. Margot Klein, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. C'est intéressant parce que son profil, je trouve qu'il peut aussi bien inspirer que d'être assez atypique. Donc, Ouais, elle est cash, elle est franche, elle ose dire les choses. C'est ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle n'a pas peur de ce qu'on va penser d'elle. Elle dit les choses clairement, là où moi j'essaye peut-être parfois de trop arrondir, de pas blesser, de pas. Elle dit les choses clairement et j'aime beaucoup. génial, merci de ce partage. Du coup, on va passer à la partie qui s'appelle le funk des idées. Donc, le concept, c'est que je commence les phrases et que tu les finisses de manière spontanée. Est-ce que tu es prête? Vas-y, Alors, avant de me lancer, je n'aurais jamais pensé que j'en arriverai là. le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était De rester dans mon ancien travail. avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était J'en avais aucune idée. ma plus grande peur, c'était De changer. quand j'étais petite, je rêvais que je serais, Astronaute. même si je suis une femme super occupée, je prends du temps pour moi quand Jamais. ça arrive aussi. Horrible. Ça arrive, on veut du vrai en tout cas, voilà. Ce podcast, du coup, s'appelle Happy Healthy Funky, ose la réinvention professionnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment? D'avoir repris le travail. Tu vois, tu prends pas du temps pour toi quand tu vas en vacances, ça te va pas du coup. Est-ce qu'il y a une habitude healthy de ta vie de femme que tu as envie de nous partager? J'ai pris un coach sportif, Oh, alors j'ai yeah. repris le sport. Qu'est-ce qu'il y a de funky que tu fais aujourd'hui, que tu n'aurais pas pu faire en étant salarié? Commencer le travail à 10 heures. Du coup, est-ce que tu as un message final à faire passer? Il y a une citation que j'aime bien et je trouve qu'il représente vraiment l'idée de ton podcast, c'est le fait qu'on n'est pas des arbres et qu'on peut bouger. Alors ne soyez pas des arbres, bougez Et fleurissez. et fleurissez. Et est-ce que tu as une actualité à nous partager?
Et ben là, j'ai plein d'actualités parce que tout va se transformer et fleurir. Il y a mon identité visuelle qui arrive, mon blog qui arrive, ma chaîne YouTube qui arrive, une nouvelle offre qui va arriver dans les prochains mois. Il y a tout qui va bouger là. Donc, Ça c'est promet. le moment d'être présent sur Instagram dans les mois à venir parce que ça va bouger. Et du coup, justement, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, pour le moment. D'accord, c'est noté. Merci sur Maëva beaucoup. Kalisiak. Je mettrai toutes les notes de l'épisode, bien sûr. Et je te remercie beaucoup de ce moment qu'on a passé ensemble. C'était riche en émotions et en apprentissage. Merci beaucoup, Maëva. En toute transparence. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, @happylcfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy LC Funky au plus grand nombre.